Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour et bonne année. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce premier Nouvel Esprit Public de 2024, au cours duquel, avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et avocat, nous recevons François Dufour, journaliste, et François Carlier, auteur d'une somme considérable, presque 1000 pages, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, non seulement pour évoquer cet assassinat, mais aussi pour parler de la manière dont se forme et se diffuse le complotisme. Donc, le 22 novembre 1963, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, était assassiné alors qu'il traversait la ville de Dallas, au Texas. À l'occasion du 60e anniversaire de cette tragédie, les médias nous ont replongés dans ces méandres avec une couverture presque aussi opulente qu'en 2013. Preuve que l'événement, devenu rapidement une énigme criminelle, alimentant tous les fantasmes et les théories les plus extravagantes, fascine toujours et imprègne notre imaginaire collectif. Sait-on enfin ce qui s'est passé ce 22 novembre ? Oui, sans aucun doute, pour nos deux invités, chacun donc auteur d'un livre sur l'assassinat de JFK. François Dufour, vous êtes journaliste, vous êtes un récidiviste de la présence au Nouvel Esprit Public. Vous êtes cofondateur de Playback en 1985 et rédacteur en chef du Petit Quotidien, de Mon Quotidien, de l'Actu et de l'Écho, publication destinée à la jeunesse. Votre petit livre publié en 2018 est limpide. Lee Harvey Oswald tire 3 balles, la deuxième blesse JFK, la troisième le tue. Observé et entendu pendant son acte, en fuite, son profil est signalé, le policier Tippit essaye de l'interpeller, mais Oswald le tue de 4 balles avant de se cacher dans un cinéma où il est finalement repéré. Le reste, c'est précisément du cinéma, dites-vous, notamment le film complotiste d'Oliver Stone, JFK, de 1991, dans lequel vous relevez 24 informations erronées ou fake news. François Carlier, vous êtes, quant à vous, l'auteur, je l'ai dit, d'une somme monumentale, précisément 944 pages, publiée pour la première fois en 2008 et rééditée en septembre 2023, avec pour titre « L'assassinat de Kennedy expliqué, bilan définitif après 60 ans ». Le résultat de cette entreprise, qui a mobilisé une grande partie de votre activité, est clair. Lee Harvey Oswald et lui seul a tué Kennedy, sans complot d'aucune sorte. Les histoires incroyables mais vraies, cela existe, écrivez-vous. Dans sa préface à votre ouvrage, Philippe Labro écrit « J'ai balancé et parfois hésité, parfois tenté d'accepter la version du complot, mais avec le temps, avec la réflexion, avec mes propres travaux, je persiste et signe, il existe une vérité solide, il existe ce que de grands historiens américains ont appelé la tragédie sans raison. » Cependant, cette clarté des faits ne se reflète pas dans le traitement de l'affaire par de nombreux médias et journalistes français qui oscillent entre scepticisme et théorie du complot. Au rang de ceux qui expriment des doutes figurent des personnages médiatiques, des journalistes et des auteurs connus, de Laurent Delahousse à Thomas Soto, qui popularisent leurs doutes, tandis que d'autres, comme Franck Ferrand, Marc Duguin ou Jean-Alphonse Richard, penchent vers le complotisme. Avant de vous interroger avec Mathias, j'aimerais que vous nous disiez d'abord comment vous êtes chacun devenus des experts du meurtre du siècle, pour reprendre l'expression d'un autre complotiste, le regretté Alexandre Adler, toujours rediffusé sur France Culture. François Carlier. Oui, alors j'allais dire que vous venez de résumer mon livre. En quelques mots, Ça, je dois dire 944 pages en 4 lignes. C'est un exploit que je n'avais pas imaginé faire. Pour ma part, si je suis devenu un spécialiste de l'affaire, c'est parce que j'ai passé des années à l'étudier, à vouloir chercher la vérité, puisque Kennedy n'est mort qu'une fois. Il y a donc une version, mais vous venez de le dire, il y a énormément de versions alternatives qui existent. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'aller chercher la vérité, de séparer les faits de la fiction. Voilà. Ça m'a pris énormément de temps parce qu'il y a justement beaucoup de théories. Il y a à peu près 200 livres que j'ai lus et que j'ai achetés et qui m'ont pris déjà des années à lire, à étudier, à analyser, sans parler des documentaires, la visite des lieux et des rencontres aussi avec les chercheurs, les témoins ou
le chirurgien qui a opéré Kennedy, enfin des gens comme ça, qui m'ont apporté les sources primaires qui étaient nécessaires. Et à l'issue de cela, je rejoins François Dufour, mon ami, dans nos conclusions. Pour nous, enfin, pas pour nous, je veux dire, il n'y a plus de controverse possible. L'homme honnête est obligé d'admettre que, effectivement, Lee Harvey Oswald est le seul assassin. La logique le démontre, la science l'a prouvé maintes et maintes fois, et les faits sont là et parlent d'eux-mêmes. Au départ, vous êtes parti avec l'hypothèse qu'il y avait un seul assassin, ou qu'il y en avait plusieurs, ou qu'il y avait que la CIA ou la mafia, ou je sais quelle était mêlée dans l'affaire. Alors je dirais que comme tous les gens qui se sont intéressés à cette histoire, je suis parti avec des doutes et en me posant des questions. Et je pense que tous les gens qui ont atteint les mêmes conclusions que moi, M. Dufour donnera son avis, je pense qu'il dira la même chose, on a tous à un moment ou à un autre admis l'hypothèse d'un complot, bien sûr. On ne peut pas avoir la réponse avant d'avoir étudié un petit peu tout ça. Et donc oui, je me suis posé des questions. Et comme il y a des livres qui peuvent être impressionnants par leur démonstration, leur argumentation, ça prend du temps pour vraiment être sûr de où est la vérité. À moins d'être prétentieux et de prétendre la savoir avant, non, si vous voulez vraiment, comme un policier qui fait une enquête, il y a peut-être plusieurs pistes, il doit creuser chacune des pistes et ensuite voir laquelle est légitime et valable. François Dufour, vous, comment vous êtes intéressé à cette affaire au point de vouloir publier à son propos? Moi, j'ai vu le film d'Oliver Stone. Et donc, en sortant du film, donc j'avais 30 ans, on pense, parce que le film est fait comme ça, que c'est un peu un documentaire. On oublie que c'est de la fiction et qu'il a le droit de dire n'importe quoi. Et donc, moi aussi, comme François, j'avais des doutes. Et mes doutes ont été levés quand je suis allé en 1998 à Dallas, à l'endroit même où Oswald a tiré, donc ce qui est devenu un musée qui s'appelle le Sixth Floor Museum, que je recommande évidemment à tout le monde. Et là, quand on se met à la fenêtre et qu'on regarde, là on se dit, mais Oliver Stone, il s'est complètement foutu de moi. C'est un tir super facile de 80 mètres en hauteur. La voiture est quasiment à l'arrêt. Le type est un tireur d'élite. Il y a quelque chose qui cloche. Vous étiez donc parti plutôt favorable aux thèses d'Oliver Stone, et ayant découvert, comme vous venez de le dire, que Oliver Stone s'était moqué de vous, j'imagine que, étant journaliste, et je dirais particulièrement attaché à la sincérité de l'information et à la qualité de la vérification des faits, vous vous êtes heurté à un phénomène qui est celui de la représentation cinématographique qui peut fonder une vérité alternative de manière extrêmement puissante. D'autant plus que Oliver Stone a fait exprès de tourner certaines scènes en noir et blanc, de reprendre certains films réels, notamment le film des Zapruder. Et donc ce mélange fait qu'à mon avis, 99% des spectateurs sortent de la salle et se disent « Bon, j'ai vu un documentaire, comme on dit. » Et ils ne sont pas dit « Ah bah tiens, c'était comme un roman, c'est une fiction. » C'est l'imagination d'Oliver Stone. Et évidemment, moi, en 91, je n'étais pas encore journaliste, et je ne savais pas qu'Oliver Stone avait fait ce film, main dans la main, avec deux complotistes, donc Jim Marrs, le bouquin que Stone a adapté à l'écran, et le fameux procureur Garrison, qui est joué par Kevin Costner dans le film. Aucun de vous deux n'a rencontré Oliver Stone? Moi, je l'ai vu une fois, mais très rapidement. Donc, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec lui sur les raisons pour lesquelles il s'était lancé dans cette affaire. Mathias Fekl. C'est vrai que le film est incroyable. J'avais 14 ou 15 ans quand je l'ai vu. Et notamment vous avez tous fini de dire à quel point vous étiez jeune il y a 50 ans ou il y a 30 ans, ça va. Non, et c'est vrai que la démonstration, entre mille guillemets, de Kevin Costner dans le film, avec les angles d'entrée des tirs, etc., est très marquante pour les esprits. Alors, d'abord, je suis très heureux d'être avec vous et je me permets, non pas de vous féliciter, ça serait présomptueux, mais quand même de dire tout le respect pour l'immense travail que vous avez fait l'un et l'autre. Avant de rentrer dans le débat sur le complotisme, je voudrais vous poser une question sur les archives et l'état de ce qui est aujourd'hui accessible, parce que il me semble que beaucoup de choses le sont, mais qu'un certain nombre d'archives sont encore classifiées. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ce à quoi on a accès aux États-Unis et dans le monde? Je vais vous répondre, on a tout, on a déjà tout. On a déjà tout. Voilà, il n'y a plus rien à découvrir. Plus rien n'est classifié? Non. Alors, allez,
quelques pages de ci, de là, sur des millions, il y a allez, 0, il y a même plus 1%, mais de toute façon, il n'y a plus rien qu'on ne sache. Et on a tout vu. Tout a été lu. De toute façon, même celles qui n'auraient pas encore été divulguées, et encore, ce sont pour des raisons, pour cacher certains noms d'espions de ces années-là, elles n'apportent aucune information spéciale. Elles ont été lues déjà par des chercheurs. Donc, non, il n'y a plus rien. Pour simplifier, bon, j'explique un peu plus dans mon livre, mais pour simplifier, tout a été découvert maintenant. On sait tout, on a tout. Alors, peut-être il faut dire un mot sur la commission Warren, oui. Puisque donc Johnson, au fond, qui a été soupçonné d'être, et d'ailleurs c'est une thèse qui transparaît du film d'Oliver Stone, d'être à l'origine de l'assassinat, avec la partie sudiste du Parti démocrate. Johnson, excédé de ses suppositions, nomme une commission indépendante. Il faut rappeler qui était Warren et quelle est la situation de cette commission, François Carlier. Alors, effectivement, Earl Warren est le Chief Justice des États-Unis, donc. Il est... le chef de la Cour suprême. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est effectivement, comme vous avez dit, une commission indépendante et surtout bipartisane. Ouais. Il y a autant de démocrates que de républicains pour la constituer, donc un sénateur démocrate, un sénateur républicain, etc. Et puis des gens de grande qualité, et qui est indépendante, mais qui est surtout fact-finding, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, l'enquête est faite par le FBI et la commission Warren va analyser tout ça et rendre un rapport. Ils ont toutes les ressources à leur disposition, mais un temps limité, puisqu'ils ont moins d'1 an pour le faire finalement. Et ils font un travail qui, pour l'époque bien sûr, avec les éléments qu'ils ont, qui est très factuel et, je dirais, très objectif. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs raisons de s'intéresser à la manière dont a été rapporté l'assassinat du président Kennedy. Il y a l'événement lui-même, dont on a envie de savoir quelle a été la nature, et puis il y a ce que cet événement peut avoir d'archétypique, c'est-à-dire comment naît quelque chose qui aujourd'hui a une importance croissante dans notre société, comment naît le complotisme. Alors dans cette naissance du complotisme à propos de l'assassinat de Kennedy, est-ce qu'on peut essayer de repérer quelques points forts, par exemple le rôle de la Russie, qui ressemble aussi à quelque chose qui nous touche aujourd'hui. François Dufour. Le complotisme naît au moment où Jack Ruby, le surlendemain, c'est-à-dire le 24 novembre, par des circonstances étonnantes, tue d'un coup de pistolet Lee Harvey Oswald, donc l'assassin, lors de son transfert du commissariat de police à la prison. Et à ce moment-là, tout le monde se dit, ben voilà, on va supprimer j'allais dire le témoin numéro 1, pas le témoin numéro 1, on supprime l'acteur numéro 1, donc il y a une raison, donc il y a le complot. Donc ça a duré 48 heures, le bon journalisme ou le non-complotisme a duré 48 heures. Oui, mais le complotisme, ensuite, de quoi naît-il ? Est-ce qu'il n'y a pas, dès le départ, une intervention des interventions soviétiques, des interventions de ce qui est à l'époque le KGB, notamment à travers un journal britannique et aussi à travers un journaliste américain. Je veux bien répondre, mais tout de suite on sait que Oswald, donc 24 ans, vient de passer environ 2 ans en Russie. On est en pleine guerre froide, juste après la crise des fusées de Cuba. C'est comme si aujourd'hui, le jeune Philippe Meyer allait passer 2 ans en Corée du Nord. Comment le savez-vous ? Parce qu'il n'aime plus la France. Et donc lui, il n'aimait plus les États-Unis. Il est d'ailleurs passé par la France. Il a pris le bateau, il est allé au Havre, ensuite en Finlande, et il s'est retrouvé en Russie. Bref, il passe 2 ans là-bas. Et lui qui se disait marxiste découvre l'usine de Minsk et la vraie vie en URSS à l'époque. Et il décide de déguerpir. Je fais court parce qu'on pourrait raconter beaucoup d'anecdotes. Il revient avec une femme russe, un enfant, et il revient aux États-Unis. Donc tout de suite, on se dit, mais ce gars-là, qui avant était un marine, un commando marine de l'armée britannique, ce gars-là, j'ai dit.
Britannique. Britannique, pardon, américain. Ce gars-là, il est trop bizarre. Il y a forcément de l'URSS dans le coin. D'autant plus qu'on a appris vite qu'il était très pro-Castro. Et donc, URSS, Castro, on y est. C'est ça la partie russe du début du complotisme sur l'affaire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, à partir de ce début, est-ce qu'il n'y a pas, pour justement dédouaner l'URSS, il n'y a pas un certain nombre d'opérations menées par l'URSS pour attribuer la mort de Kennedy à des intérêts américains, bien plus qu'à Oswald lui-même? Non, je ne dirais pas ça, moi. Je ne dirais pas que l'URSS ait eu une influence. On est en pleine guerre froide. La crise des missiles de Cuba, c'est octobre 62, c'est un an avant. Et celui qui tue, enfin celui qui est accusé, le suspect numéro 1 dans l'assassinat du président, c'est quelqu'un qui vient effectivement d'aller passer 2 années chez l'ennemi. Donc bien sûr que ça, on peut se poser des questions. D'ailleurs, beaucoup de théories naîtront là. Mais moi, je ne vois pas d'intervention particulière de l'URSS à ce moment-là. Je faisais référence, parmi les documents que nous avons étudiés pour préparer cette rencontre, à un texte de David Colomb qui dit, dont je vais vous le ressortir si vous me donnez une seconde. Évidemment, c'est au moment où on cherche les documents qu'on ne les trouve pas. Et David Colomb, absolument. Et donc la thèse est celle que il y a un rédacteur stalinien d'un journal britannique contrôlé par le KGB, le Labour Monthly, puis un éditeur new-yorkais secrètement financé par le KGB, Carl Aldo Marzani, qui ont publié le premier livre popularisant la thèse du complot de la CIA, Oswald, assassin or fall guy. D'accord, mais je ne savais pas que c'était un journal britannique financé par les Russes ou quelque chose comme ça je ne sais pas. Mais encore une fois, je n'ai pas connaissance, moi, de tout ce que j'ai pu étudier, d'une influence russe dans les thèses complotistes particulières, non. D'accord. Eh bien, par ailleurs, les différentes théories du complot sont des théories spontanées, je veux dire, expliquées par l'étrangeté que vous avez, François Dufour, relevé tout à l'heure. C'est d'abord l'assassinat d'Oswald par Ruby, et donc la disparition, l'impossibilité d'interroger et de mener l'enquête jusqu'au bout, ou est-ce qu'il y a des groupes qui ont intérêt à propager cette thèse complotiste, et qui sont-ils, s'ils existent? Je ne sais même pas s'il y a une réponse en dehors de vous dire qu'il y a des complotistes de tous bords. Qui a intérêt à charger la mafia? Moi, j'ai l'impression que l'assassinat paraît trop gros, trop facile. Un gars de 24 ans sans le sou, qui se retrouve par miracle au 6e étage, le cortège passe par miracle devant, par miracle il est seul au moment où le cortège passe, ses collègues de travail ne sont pas là, par miracle il peut se cacher derrière les boîtes de manuels de livres, de manuels scolaires. Par miracle, il pleut plus. Par miracle, la décapotable est décapotée. Par miracle, le garde du corps est loin parce que Kennedy veut être populaire, être proche de la foule. Et par miracle. Donc évidemment, tout le monde se dit, c'est pas possible. C'est too much is too much. Et donc on va chercher les ennemis de Kennedy, concrètement. Alors, vous l'avez dit, l'URSS, vous l'avez dit, Castro, la mafia, puisque Kennedy et son frère Bob, qui était ministre de la Justice, attaquaient le syndicat des Teamsters et la mafia. La CIA, parce que Kennedy, on voulait énormément à la CIA, et au président précédent d'avoir décidé le débarquement de la baie des Cochons pour essayer de dégager Castro. Et Kennedy a dit oui, donc il a assumé, mais il s'est senti piégé. Et puis le FBI qui laisse faire tout ça, qui ne suit pas Oswald, qui est quand même un zigoto de première catégorie. Et tout le monde se dit, mais bon, c'est pas possible, il suffit pas d'acheter un flingue, je sais pas si on dit un flingue, une carabine achetée par correspondance, $15, une carabine de la Seconde Guerre mondiale.
C'est vrai, mais c'est invraisemblable. Mathias Fekl. Je crois que c'est Michel Rocard qui disait quand on a le choix pour expliquer quelque chose d'inexplicable entre la théorie du complot et la théorie de la connerie, il faut parfois privilégier celle de la connerie ou de la bêtise. Je ne sais plus quel mot il employait. On pourrait ajouter peut-être le hasard ou l'enchaînement de hasard. En tout cas, c'est ce que vous décrivez. Ou concours de circonstances qui conduit à un événement mais tellement énorme qu'on se dit c'est juste pas possible. Donc il y a une explication et donc on va échafauder toute une série de théories autour. Parlons de Jack Ruby 2 secondes. Comment un tenancier d'une boîte de striptease peut déambuler au milieu des journalistes le 22, le 23, le 24, prendre la parole à la conférence de presse, tout ça avec un flingue, et donc le surlendemain, zigouiller Oswald parce qu'il est copain des flics et qu'il veut venger les flics, venger le président qu'il adorait, etc. Si quelqu'un écrivait ce roman ou ce film, on lui dirait mais bon, oui, c'est bien, mais c'était très gros ton truc là, c'est pas possible. François Garnier. Oui. Alors, quelle question précise Bien, d'abord celle de Mathias à l'instant. Sur l'enchaînement de circonstances, oui, tout à fait. Alors, reconstruction, l'explication, reconstruction. Un peu fantasmé. Tout à fait. Alors, je suis exactement sur cette ligne. Effectivement, je pense que c'est une histoire, l'assassinat de Kennedy, absolument incroyable, par toutes ces choses qui se sont passées, notamment justement la façon dont... Je disais, pardon, juste vous dire qu'on est dans une circonstance absolument presque idéale, chimiquement pure, d'ouverture aux hypothèses complotistes. Oui, tout à fait. Ça, c'est même pas reproductible, j'allais dire. Oui, tout à fait. Je le dis. Justement, moi, je dis qu'il est tout à fait légitime d'avoir des doutes dans les années 60. D'autant que tous les documents ne sont pas à la disposition. Le film de Zapruder, nous, on l'a tous vu 100 fois. Eux ne le voyaient pas. Les documents, les photos... Redites un mot du film de Zapruder, parce que nos plus jeunes auditeurs, en quelques mots, nombreux, ne savent pas ce que c'est. Donc, l'assassinat se déroule donc, à Dealey Plaza, qui est la sortie de la ville de Dallas, à 12h30, alors qu'il fait une journée ensoleillée. Il y a évidemment beaucoup d'habitants de Dallas qui sont là, dont Abraham Zapruder, qui est un businessman, et qui a sa caméra Super 8 familiale, et qui se place à un endroit pour filmer le cortège présidentiel. Et, hasard de l'histoire, il va filmer en gros plan l'assassinat et donc la tête du président, donc la tête de la victime qui éclate quand une balle tape le crâne. Ce sera filmé donc en couleur par Zapruder. Évidemment, ce film devient un élément historique sur lequel on va se baser pour faire l'enquête et chronométrer d'ailleurs la séquence des tirs. Voilà, donc Zapruder devient célèbre. Voilà. Et ce film-là, personne ne l'a vu avant les années 70. Ce dont les enquêteurs avaient accès à des photos, et enfin le public a eu accès à des photos, là, évidemment les enquêteurs l'ont vu, mais ce sont des photos qui ont été publiées dans le rapport Warren. Et d'ailleurs, il y en avait même une qui avait été déplacée malencontreusement, ce qui a pu alimenter certaines théories. Donc, les gens qui étaient chercheurs ou qui ont voulu savoir la vérité n'avaient pas accès à ces documents. Ils n'avaient pas accès non plus aux photos de l'autopsie, ils n'avaient pas accès aux radios de l'autopsie, ils n'avaient pas accès à des tas de choses. Et donc, ils se sont dit, on nous cache. On n'a pas accès parce qu'on nous cache. Et donc, il y avait une sorte de voile et ça a permis des théories. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais je dis qu'à l'époque, on pouvait encore légitimement se poser des questions. Et le film est muet. Oui. Ça nous aurait bien aidé si on avait entendu les 3 coups de feu. Enfin, ça nous aurait bien aidé à établir les faits plus rapidement. Et il n'a été montré à la télé américaine qu'en 1975. Mais la commission Warren l'a vu. Oui. Mathias Fekl. Moi, je m'interroge aussi et je serais très curieux de vos avis sur cette question. Nous n'avons pas d'avis, mon cher Mathias. Nous n'avons que des faits. Une expertise. Au vu de votre expertise, en tout cas de Mathias, votre... ne chatouillez pas François Dufour sur les avis et les faits. Non, de votre analyse. En tout cas, à partir des faits dûment établis. Sur ce qu'il y a de nouveau dans l'événement assassinat du président Kennedy, par rapport à avant, parce que le complotisme, au fond, ça existe avant. Les protocoles des sages de Sion,
brûlot antisémite absolument épouvantable, qui explique pourquoi les Juifs tirent les ficelles de l'affaire du Monde, les théories du complot judéo-maçonnique, etc. C'est pas nouveau. Donc, qu'est-ce qui, y compris par rapport peut-être ensuite au complotisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, se joue ou pas dans l'assassinat de JFK? François Carlier. Moi, je dirais alors peut-être que c'est le complotisme populaire. Alors, effectivement, on dit souvent que l'assassinat de Kennedy, c'est la mère de tous les complots, la mère des conspirations. Parce que c'est la première grande affaire vraiment qui a d'ailleurs, j'allais dire un pendant, c'est le 11 septembre d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de similitudes. Des grosses affaires qui ont vraiment choqué et marqué le monde. Et donc, du coup, elles ont vraiment donné naissance à de nombreuses théories auxquelles les gens adhèrent. Beaucoup de gens, j'allais dire, le public dans un sens général adhère à ces théories. Parce qu'elles sont d'ailleurs beaucoup relayées par les médias, contrairement, j'allais dire, aux faits auxquels nous on s'attache. Je pense que c'est un complotisme, j'allais dire, populaire, parce que les gens qui ont écrit des livres, c'était des inconnus. C'est pas le gouvernement, c'est pas des experts forcément. Ils sont devenus experts parce qu'ils ont étudié. J'allais dire, ils ont devenu des experts en tirant les mauvaises conclusions, mais certains ont consacré leur vie à l'étude de l'assassinat du président Kennedy. Et ce sont des gens comme vous et moi, des inconnus, qui ont écrit des livres, et après tout le monde s'y est attaché, notamment par la médiatisation. À quel moment autour de quelle fête vous avez acquis la conviction que Lee Harvey Oswald était l'unique tueur? Il y a eu beaucoup, j'allais dire, ça se fait sur plusieurs années. Parce que il y avait de ma part une volonté de vraiment être objectif, j'allais dire zététicien, vous voyez, peser le pour et le contre, et de manière vraiment objective et scientifique. Mais moi, j'ai longtemps cru que, c'est un fait quand même scientifique sur lequel je me basais, j'ai longtemps cru que les grains de métal, les poussières de métal qui restaient dans le corps de Connally, qui était donc l'un de ceux qui étaient dans la voiture. Le gouverneur du Texas, qui a reçu effectivement une balle et qui était abîmé, et donc qui a perdu un certain nombre de grains de métal. Mais je pensais que le poids qu'il avait dans le corps était supérieur à ce qui manquait à la balle, rendant impossible que ce soit cette balle qui soit l'explication des blessures. Parce que c'est ce que j'avais lu et c'est ce qu'on m'avait dit. Et en fait, en vérifiant, je me suis aperçu que non. Pour moi, ça, c'était quelque chose d'intangible. Si vraiment il y a plus de métal dans le corps, et qui ne peut pas provenir de cette balle, c'est que ça vient forcément d'une autre. Et en fait, pas du tout. Ça vient de celle-là. Et donc... c'est laquelle des trois balles? La dernière. Pardon, la deuxième. Excusez-moi. Celle qui blesse Kennedy, mais ne le tue pas. Et atteint Connally. Et j'ai rencontré le Dr Wecht, qui était à l'époque le président de l'Académie des médecins légistes américains, qui était un chercheur sur l'affaire Kennedy, sur l'assassinat. Et je lui ai posé la question, puisque c'était la grande voix sur ce sujet-là, et je lui ai dit, et il m'a dit non, il m'a dit, j'avoue que je n'ai pas de preuve du tout et j'ai pas d'élément qui va dans ce sens-là. Et en fait, ce que j'avais lu était faux. Et d'ailleurs, c'est un élément très important de mon raisonnement, j'allais dire, ou de mon développement intellectuel, c'est de me rendre compte que beaucoup de choses que j'avais lues étaient fausses une fois qu'on essaie de les vérifier. Alors, une fois que François Dufour voulait ajouter quelque chose sur votre propre basculement. C'est qu'en fait, il n'y a aucune preuve d'un quelconque complot. Mais on parle d'un deuxième tireur. Il n'y a pas de preuve. On parle, s'il y a un deuxième tireur, c'est qu'il y a une quatrième balle. Alors ça, pour le coup, c'est une balle magique. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Il n'y a pas de trace. Donc, il n'y a aucune preuve de... Il n'y a aucune preuve... Parce que s'il y a un complot, entre le moment où on apprend que JFK va à Dallas et le moment de l'assassinat, il faut bien que Lee Harvey Oswald, parce que Lee Harvey Oswald, bon, ça on en est sûr, et c'est sa carabine, il y a ses empreintes sur la carabine, donc il est vu, et donc il est vu par un témoin qui signale son profil à la police, et c'est ce profil à la radio de la police qui fait qu'il est arrêté par un policier et qui zigouille le policier. Donc Oswald, il n'y a pas de doute. Mais s'il y a une conspiration ou un complot, c'est qu'Oswald est téléguidé. Mais il est téléguidé par qui? Il n'y a aucune preuve, aucune preuve
qu'entre le moment où on apprend que Kennedy va aller à Dallas et le moment où Oswald l'assassine, il n'y a aucune preuve d'un contact quelconque d'Oswald avec quiconque. Aucune preuve. Donc, c'est quoi, par la transmission de pensée? Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet. Tout a été vérifié, survérifié. Bon, moi, je pourrais parler des heures. Mais... non, des heures, non, mais des minutes, vous pouvez, François Carlier. Oui, je vais confirmer exactement ce qu'a dit François. C'est exactement ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, aucun élément. Et c'est ça qui est très important. On a tous commencé en lisant des livres critiques ou complotistes. Et donc, effectivement, on était face à des thèses. Et c'est en vérifiant ces thèses, vous me demandiez comment l'évolution fait, en vérifiant les thèses, on s'aperçoit qu'elles sont vides. Ce sont des suppositions qui ne résistent pas à la vérification, tout simplement. Alors, j'allais dire, il y a certains auteurs qui mentent, par malhonnêteté, il y en a quelques-uns, il y en a qui, j'allais dire, émettent des idées farfelues ou atteignent de mauvaises conclusions. Mais quand vous étudiez ça, il n'y a rien, c'est vide. Et effectivement, François Dufond l'a dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres tireurs, personne n'a vu d'autres fusils, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres balles, il n'y a rien. C'est que du vide. Donc ce sont des suppositions. Et quand vous étudiez un peu les théories complotistes, vous dégonflez la baudruche. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire ça en quelques minutes. Bon, je l'explique en long, en large, en travers dans le livre. Argument à l'appui, je prétends, mais effectivement, je dois résumer ma pensée en disant non, effectivement, il n'y a aucun élément allant dans une alternative à la culpabilité d'Oswald. Moi, je voudrais revenir sur deux points parce que je pense qu'il faut les débunker, comme on dit. Le premier point, c'est que l'autopsie et les rayons X montrent clairement que Kennedy a été touché par l'arrière. Oui. À la deuxième balle, la prétendue balle magique, la deuxième balle, donc à la base du cou, et la troisième balle, donc la partie droite de la tempe. Ça, donc les tirs par l'arrière, c'est béton. Hein, ça, c'est un point important. Et le deuxième point, c'est cette fameuse balle magique. Donc la deuxième balle. La deuxième balle, ça a été son parcours a été reconstitué par ordinateur. Il a été reconstitué, tout est disponible sur YouTube, par la chaîne Discovery, par X et Y. Donc, ce parcours de la balle qui traverse Kennedy et qui ensuite blesse Connolly, et qui ne fait pas tous les détours qui sont montrés dans le film d'Oliver Stone, qui est du pipeau. Ce tir a été reconstitué. Ils ont pris des cadavres de la corpulence de Kennedy, de la corpulence de Connolly. Ils ont reconstitué la voiture, la limousine, on dit. Hein, et le tir a été quasiment le même. Et j'ajoute sur ce point-là que on dit toujours la balle est sortie intacte. C'est pas possible parce qu'elle traverse Kennedy, elle traverse le gouverneur Connolly, et ensuite elle est intacte, on la retrouve par miracle, comment cette balle neuve, mais en fait elle n'est pas neuve, elle n'est pas neuve, elle est en état correct, mais ce mot qui revient tout le temps, ce pristine ball, elle est vierge, mais non, c'est faux, c'est matériellement faux. Oui, tout à fait, elle est déformée, Alors, je fais l'avocat du diable. Très bien. Vous êtes convaincu, à un moment donné, par l'absence de preuves, vous êtes convaincu que seul Lee Harvey Oswald est le responsable. Mais moi, je suis un peu troublé, même beaucoup troublé par la suite, c'est-à-dire par l'assassinat de Oswald. Et ce rubis, c'est vraiment, François Dufour disait tout à l'heure, accumulait tout à l'heure les raisons qu'on a de s'interroger sur ce personnage. C'est à partir de là, moi, que je suis devenu quelqu'un de sensible à l'idée que ça n'était pas un tireur comme ces mots sont choisis. Et donc, François Carlier, expliquez-moi comment ce que vous avez découvert sur Jack Ruby peut me remettre les idées à l'endroit. Alors, tout à fait, et ce sera assez facile, je pense. Mais on en revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, où c'est un concours de circonstances vraiment exceptionnel. Le fait que le suspect numéro 1, donc Lee Oswald, se fasse tuer, nous donne l'idée qu'effectivement, on l'a fait taire. Mais il se fait tuer par quelqu'un dans le commissariat. Donc, le tueur se fait tout de suite appréhender par la police.
Donc lui, c'est à lui maintenant. C'est lui qu'il va falloir faire taire, forcément, parce que maintenant, on avait le suspect, maintenant on a un autre, donc on va pouvoir l'interroger. Donc tuer le numéro 1, mais garder le numéro 2 ne résoudrait pas le problème. Donc il faudrait que quelqu'un aille tuer Ruby et ça n'en finirait pas. Donc ça, déjà, sur la logique, on peut se dire que c'est pas comme ça qu'ils auraient fait taire Oswald. Mais quand vous analysez la situation, pourquoi Ruby était là-bas ? Ruby était là-bas tout simplement parce que l'une de ses danseuses, bon, il était patron d'un cabaret, l'une de ses danseuses lui a demandé de lui faire un virement. Il avait un mandat, parce qu'elle avait besoin d'argent. Donc il s'est déplacé au bureau de poste. C'est pas lui qui a pris l'initiative, il le fait pour rendre service. Il prend son chien dans sa voiture, il prend son chien. Voilà. Donc quand vous prenez votre chien dans votre voiture, c'est pas parce que vous allez tuer quelqu'un dans un commissariat. La dernière fois que j'ai tué quelqu'un, je n'étais pas avec mon chien. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que c'est un concours de circonstances. Je vais vous dire 2 éléments importants avant de... Attendez, le bureau de poste, mais c'est pas le commissariat. Non, le bureau de poste est placé juste dans la rue de l'une des entrées du commissariat, donc coïncidence aussi, mais c'est pas du ressort de Ruby. Donc, et si Ruby, qui a fait la queue au comptoir, s'il y avait eu un client de plus et qu'il était resté quelques minutes de plus pour donner son mandat, ben, il serait arrivé trop tard, le suspect, donc Oswald, serait déjà parti. Première chose. Donc c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas plus de monde à la poste, mais ça c'est pas un tueur qui peut le prévoir, que Ruby est arrivé à l'heure. Deuxième chose, Lee Oswald a retardé son transfert parce qu'il a demandé à mettre un pull. Si Oswald ne demandait pas à mettre un pull, que les policiers sont allés lui chercher, il serait passé avant. Donc, vous allez me dire, Oswald est complice, il voulait se faire tuer. Donc, si Oswald n'avait pas demandé de pull, il serait parti avant que Ruby arrive. Et quand Ruby arrive, il arrive et il tire tout de suite, quoi. Il se passe 45 secondes entre le moment où il arrive et il tire. C'est vraiment un concours de circonstances. À 1 minute près, il ne passait pas. Et normalement, vous allez me dire, comment se fait-il que Ruby est arrivé là ? Le quartier était bouclé, en tout cas le commissariat, personne ne pouvait rentrer. Il est rentré par surprise. Mais il faut vous dire une chose, c'est parce qu'en fait, dans le basement, le sous-sol de ce commissariat, il y a une entrée et une sortie, ce sont 2 routes à sens unique de chaque côté du bâtiment. Et comme il y avait un fourgon cellulaire qui était venu chercher Oswald, qui avait fait marche arrière sur la sortie, donc du coup, il fallait que les voitures sortent par l'entrée. Donc il y avait encore une fois un concours de circonstances. Et donc, on a fait sortir une voiture de police, mais comme elle sortait où d'habitude on rentre, il a fallu qu'un policier, celui qui gardait l'entrée, aille faire la circulation et bloquer les roues. Et pendant cette fraction de seconde-là, c'est à ce moment-là que Ruby est passé. S'il n'y avait pas une voiture qui passait à ce moment-là, je veux dire, ça ne s'invente pas, ça. Il le tue pourquoi ? Par impulsion ? Alors, oui, par impulsion. Alors, encore une fois, je vais répondre après, je vais laisser François, très rapidement. Il le tue par impulsion et par vengeance. Et ce qui est important, je voudrais rajouter un petit truc. Lui, il a toujours dit qu'il ne connaissait pas Oswald et qu'il faisait partie d'aucun complot. Alors, vous allez me dire, oui, c'est normal, un espion ne divulgue pas. D'accord. Mais vous savez que Jack Ruby est mort d'un cancer. Et il est mort dans un hôpital, sur son lit, enfin, genre, il souffrait, et il était juif. Donc il se confie à son rabbin avant de mourir, et ainsi qu'à son frère. Il était proche de son frère, et son frère est allé le voir à maintes reprises. C'est des êtres humains, ces gens-là. Et quand vous allez mourir, parce que c'est faire le malin quand vous avez 40 ans et que vous avez la vie devant vous, tout va bien, mais quand vous êtes à l'article de la mort, que vous croyez en Dieu, c'est le moment où, là, le côté humain passe, j'allais dire, avant peut-être l'argent ou le pouvoir, on est bien d'accord. Et il a toujours dit jusqu'à son dernier souffle, je n'ai rien à voir, je ne connais pas Oswald. Il le dit à son rabbin, il le dit à son frère. Là, il n'y a plus de faire valoir, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de... Donc lui-même n'avait pas prévu de tuer Oswald avant. Non, c'est impulsif. Je crois. Il rentre au commissariat quand même. Il sort de la poste, il va au commissariat, mais qu'est-ce qu'il va faire au commissariat ? Non, il va au commissariat parce qu'il voit qu'il y a énormément de monde et il se dit il se passe quelque chose. Faut pas oublier qu'il a passé quasiment tout le temps au commissariat depuis l'arrestation d'Oswald. Et il a même, dans le concours de circonstances, il a même franchi une ligne blanche qui aux États-Unis se fait moins qu'en France. Pour pouvoir se garer. Il franchit pas la ligne blanche, on laisse passer 1 minute, il fait un petit détour et il rate. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Ruby ? D'abord, quand il tire sur Oswald, il dit « You killed my president, you rat ». Donc, tu as tué mon président, toi, rat, sous-entendu, rat communiste, dans le contexte de l'époque. Et ensuite,
quand des journalistes demandent à Ruby, mais pourquoi tu l'as tué? Alors, il a donné plusieurs raisons. La première, il a dit « Je voulais montrer qu'il y avait un juif avec des couilles à Dallas ». Pourquoi? Parce que le matin du 22 novembre, il y a eu une publicité parue dans le journal local Dallas Morning News, une page entourée de noir comme un faire-part, qui était signée d'un Bernard Weissman, et qui accusait Kennedy de tout et de rien. Donc ça, c'était en référence à cette page du Dallas Morning News. Et ensuite, Ruby avait lu un article dans le journal disant oui, Jackie Kennedy va devoir revenir à Dallas, ça va être pénible, etc. Et donc, en se fondant sur cet article, il a dit oui, et je ne voulais pas que Jackie Kennedy revienne pour le procès à Dallas. Et surtout, il a dit, alors là, aux policiers, pas aux journalistes, il a dit aux policiers, c'est moi qui ai fait le boulot, les copains, vous ne pouviez pas vous venger, c'est-à-dire venger le président et venger le policier Tippit tué par Oswald. C'est moi qui ai fait le boulot parce que vous ne pouviez pas le faire. Et lui, il pensait qu'il serait relâché, qu'il serait jugé à Dallas par tout ça des copains. Et d'ailleurs, Ruby, il est applaudi au moment où on sait. Il est applaudi par la foule au moment où il tue Oswald, et il pense s'en sortir parce qu'il est la groupie des flics. C'est le pote des flics qui leur paye des coups quand ils vont au Carrousel, son cabaret striptease, et qui leur file des sandwichs. Enfin, c'est un tenancier de qui se balade avec un flingue dans les couloirs de la police. Enfin, Philippe Labro a parlé à Ruby. Philippe Labro a reçu la carte de visite du Carrousel, et Ruby lui a dit la France est folie bergère, venez vite dans ma boîte de striptease. Alors, la boîte de striptease était fermée en signe de deuil pour le président. Mais Ruby a expliqué. Et autre point, il n'y a aucune preuve, aucune de lien, non seulement entre Oswald et Ruby, mais entre Ruby et la mafia. C'est pas parce que le gars a un cabaret de striptease. Et d'ailleurs, il y a mais ça, on l'a su après. Les plus grosses réunions de la mafia étaient sous écoute. Et au moment où, alors je ne sais plus qui était le grand parrain de la mafia à l'époque, je ne sais pas si c'était Sam Giancana ou Sam Giancana. Et au moment où il apprend, donc le 24 novembre, que Ruby tue Oswald, Sam Giancana dit, mais c'est qui ce Ruby? Alors, vous avez tout à l'heure fait allusion au protocole, ou c'est Mathias qui a fait allusion au protocole des sages de Sion, qui est un faux fabriqué par l'Okhrana, c'est-à-dire l'ancêtre du KGB, etc., de tous ces organismes humanistes chargés de protéger chacun contre lui-même. Mais ça, c'est un exemple de faux, de vrai faux, si je puis dire. C'est un complotisme qui est fondé sur une fabrication. Il me semble que le complotisme qui naît de l'assassinat de Kennedy, c'est un complotisme de présomption. Et je trouve ça particulièrement intéressant à notre époque que ce complotisme de présomption est à ce point eu prise sur l'ensemble de l'esprit public. Alors là, je veux bien dire un mot. Moi, je pense que ce complotisme est symbolique de 3 maladies du journalisme, notamment à la française. L'opinionnite, l'expertite et la polémiquite. Alors, je vais aller très vite. L'opinionnite, c'est tout le monde peut avoir des opinions, mais le journalisme, c'est donner des faits. Donc, je peux donner plein d'exemples. Bref, l'opinionnite. Et ça, dans l'esprit des gens, il faut redire les choses. C'est très bien d'avoir des opinions sur pour ou contre le périphérique à 50 km/h. Mais là, on n'a pas des thèses, on n'a pas des théories. L'autre jour, Pascal Praud demande à Philippe Labro, alors quel est votre sentiment sur l'assassinat de Kennedy? Le sentiment, mais on est là pour donner des faits. Bon, donc ça, c'est l'opinionnite. Ensuite, c'est l'expertite. C'est Virginie Giraud, l'historienne d'Europe 1, qui interviewe Thierry Lenz. Mais en journalisme, on ne prend pas n'importe quel expert. D'abord, en journalisme, normalement, on n'a pas besoin d'experts.
On va chercher les faits, on va chercher les preuves. Thierry Lenz, le spécialiste de Napoléon, sur Kennedy, qui a écrit des bouquins sur Kennedy, qui est le complotiste numéro 1 sur le marché. Mais je me mets dans la position. Le journaliste, il fait appel à un expert quand le sujet est trop compliqué et qu'il n'y arrive pas. Et à ce moment-là, la règle dans les livres, c'est qu'il faut prendre 3 experts indépendants, les confronter et y arriver. Mais l'expertise, c'est que n'importe qui n'est pas un expert qui tient la route. Donc c'est ça ce que j'appelle l'expertise, autre maladie du journalisme. Et la dernière, c'est la polémiquite, c'est qu'évidemment, le complot fait vendre. Les faits banaux ne font pas vendre. Figurez-vous que le meilleur bouquin sur l'assassinat de Kennedy, qui a été finaliste du prix Pulitzer aux États-Unis, qui s'appelle Case Closed, affaire classée, est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 1993. Il n'a jamais été traduit et publié en français. Jamais, jamais. En tout cas, selon nous deux qui connaissons le sujet, c'est de loin le meilleur bouquin, celui qui a fait le meilleur travail d'investigation. On pourrait vous donner énormément de détails. Il y a eu énormément d'avancées avec la publication de ce bouquin. Et pendant ce temps-là, pendant ces 30 ans, combien de bouquins de complotisme sont sortis en France? Donc ça veut dire qu'il y a des éditeurs. Citons un cas, Jean-Luc Barré, édition bouquin, il vient de sortir un bouquin et ça a été repris une page dans Paris Match, une page dans Le Point, sur un Français, et le bouquin s'appelle Le deuxième tireur. Le fils du fils de machin, un Mexicain. Bon, enfin, toute une histoire abracadabranteuse. On sort un bouquin complotiste, donc on en parle dans Le Point, on en parle dans Match, aucun problème. L'autre jour, je rencontre Jean-Luc Barré, je lui dis, mais Jean-Luc, pourquoi deuxième tireur et pas second tireur? Donc là, je parle à la personne qui a décidé d'éditer le bouquin. Il me dit, mais François, il y a peut-être un troisième tireur. Bon, mais où sont les balles alors? Comment a évolué la question de la crédibilité? Je veux dire, comment est-ce que les Américains se sont positionnés par rapport à cette idée du complot? Il me semble que l'idée du complot est revenue en faveur ces dernières années, notamment dans les milieux QAnon, Trump, etc. Je me trompe? En tout cas, 5% des Américains, au moment de l'assassinat, ou juste après l'assassinat, pensaient que c'était un complot. Pensaient que ce n'était pas un complot, excusez-moi. Le 24 novembre, je ne sais plus si le sondage date du 24 ou d'après, 5% des Américains pensaient que ce n'est pas un complot. Et aujourd'hui, 15% des Américains pensent que ce n'est pas un complot. Donc on a fait pas mal de chemin. Mmh. Mais 85 continuent à penser que c'est un complot. Mais bon, rien ne battra le film de JFK. Rien ne battra le film. Donc, oui, mais qui continue à propager la thèse du complot dans les forces politiques américaines? J'ai cru comprendre que les Trumpistes étaient très en faveur de ce... Ça, je ne sais pas. Non, enfin, pas forcément. Regardez, celui qui qui prétend que la CIA a tué son oncle, c'est le fils de Robert Kennedy, et qui est démocrate. Lui, il est complotiste dans cette affaire-là. Il dit que c'est la CIA qui a tué son oncle. Voyez, donc il est complotiste et il est démocrate. Non, je suis pas forcément... D'ailleurs, on parlait tout à l'heure politiquement. La première génération des critiques était de gauche et revendique un tel. Donc, je ne pense pas qu'il y ait forcément des idées politiques qui aient une influence, je ne crois pas, enfin, je ne peux pas prétendre, mais sur le complotisme. Ce que je voulais dire, c'est que ma vision, comme je vous l'ai dit, la première génération de ceux qu'on a appelés les critiques, ils pouvaient se poser des questions légitimes. Mais les questions ont eu leur réponse, notamment parce que la commission, le HSCA, donc le Parlement, le Congrès américain, a fait une enquête en utilisant la science de la fin des années 70 et qui a confirmé les conclusions du rapport Warren du début des années 60. Et depuis, on a les réponses et je pense qu'à partir de là, on a effectivement plus affaire à des critiques, mais à des complotistes, des gens qui, malgré qu'on ait eu les réponses à leurs questions, continuent de propager, j'allais dire, du n'importe quoi. Mais Philippe, Mathias, je vous retourne la question. Quand vous êtes rentré dans ce studio, vous pensiez que qui avait tué Kennedy? Non, moi j'ai regardé, alors évidemment je suis un peu biaisé parce que j'ai préparé cette émission, donc j'ai regardé ce que vous avez écrit les uns et les autres, j'ai regardé toute une documentation que a préparé Maximilien Radvansky comme il le fait pour toutes les thématiques, et je suis de l'avis qui est le vôtre, c'est-à-dire que c'est... Mais avant ça, avant de vous être enfin renseigné sur les faits, mon cher Philippe,
Avant de m'être enfin renseigné sur les faits, j'étais dans le doute. Pas dans la certitude d'un complot, mais dans le doute, oui. Dans le doute pour toutes les raisons, ce doute de présomption dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même bizarre que Ruby, c'est quand même bizarre que, etc. Entre parenthèses, d'ailleurs, vous avez mentionné l'assassinat du frère, Bobby Kennedy, lequel était connu, est encore connu aujourd'hui pour avoir entamé contre la mafia et Jimmy Hoffa et le syndicat des camionneurs. C'est un sujet de perplexité que de voir que aucune théorie particulière, sauf celle du fils, aucune théorie particulière n'a été propagée à propos de l'assassinat de Bobby Kennedy. Il y a eu des livres il y a des complotistes d'ailleurs qui prétendent que l'assassinat de Robert est également un complot. Tout à fait. Mais évidemment... Non, pardon. De manière beaucoup moins... Rappelons peut-être que donc, Bobby Kennedy est en campagne électorale, il va probablement être élu président en 1968, et il est assassiné dans la cuisine de l'hôtel Ambassador à Los Angeles par Sheeran Sheeran, qui n'aime pas Bobby Kennedy, alors c'est un Jordanien d'origine palestinienne, je crois, à cause du soutien des États-Unis à la guerre des 6 jours en 1967. Donc pour les 1 an de la guerre des 6 jours, c'est ce qu'a dit Sheeran Sheeran, qui est toujours en prison. Mais Mathias, alors toi, avant de rentrer ici, tu te dis complotiste ou pas, Mathias ? N'oublions pas que Mathias était ministre de l'Intérieur, donc ça va être très important de savoir quelle a été... donc je sais tout, c'est ça qui t'inquiète. Non, plus sérieusement. Non, moi j'étais très en phase avec ce que vous dites et avec une approche très rationnelle des choses, mais avec pas une réserve, mais une interrogation, d'où ma première question sur les archives. C'est-à-dire, je me demandais s'il était encore possible que dans les archives, en réalité, des éléments, y compris d'ailleurs peut-être cachés par raison d'État américaine, subsistaient ou pas. C'était ma réserve très rationnelle d'ailleurs. Mais Mathias, honnêtement, est-ce que tu crois qu'à la page 32 747, il est marqué Lyndon Johnson, 2 points. Non, faut pas me faire de l'insulte de croire les choses aussi stupides, mais on sait très bien que quand des archives, y compris j'avais cru dans ce que j'avais lu avant, qu'un certain nombre d'archives qui devaient être déclassifiées avaient été prolongées dans leur caractère secret. Oui. Donc et il peut y avoir des raisons tout à fait excellentes comme celles que vous avez dites, des espions ou des agents de l'État encore vivants ou leur famille encore active, des choses comme ça. Il peut y avoir des raisons tout à fait objectives et pas vraiment liées à l'assassinat lui-même qui expliquent la prolongation. Il n'empêche que je comprends, ça pour me placer un peu de l'autre côté, je comprends que quand vous avez des décisions comme ça qui interviennent, les gens se disent tiens, il y a peut-être quand même quelque chose à cacher. La preuve, on prolonge le caractère secret des archives. Mais par exemple, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. L'officier de police, donc Tippit, s'est fait assassiné par Lee Oswald. En pleine rue, encore une fois, à 13h10, tout le monde... il y a des témoins, il y a 12 des témoins qui l'ont vu et qui l'ont reconnu et qui ont certifié que c'est lui. Donc il a été vu en train de tirer avec son pistolet, c'est son pistolet, dans la tête d'ailleurs, quand l'officier de police était par terre, déjà mort, il lui a tiré dans la tête. Bon. Et ça demande quand même quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille trouver dans des archives qui demandent ça ? Ou qui changent ça ? Non, mais... Vous voyez ? Le but, encore une fois, les spécialistes de l'assassinat, c'est vous et c'est certainement pas moi et peut-être pas non plus Philippe, malgré les progrès récents sur le sujet, y compris au cours de cette émission. Donc elle aura eu, en plus de tout le reste, ce mérite important. Mais l'idée que vous puissiez avoir des intérêts d'État ou économiques ou mafieux américains ou étrangers, c'est pas en soi quelque chose d'absurde. C'est-à-dire l'assassinat d'un chef d'État peut être motivé par 1000 raisons. Voilà, donc je pense que c'est très important pour cette raison d'avoir l'objectivité. Mais encore une fois, moi j'avais pas de vrai doute. Je trouvais simplement que quand on regarde les choses objectivement, il y avait un élément très objectif qui permettait un doute, c'est cette question des archives. Voilà, je vais au bout de la rationalité. Je peux juste dire quelque chose ? Et après, j'ai une question. Oui, d'accord. Je dois bien préciser que j'affirme qu'il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat de Kennedy. Je suis ferme dans ma conclusion et dans la prétention.
ça veut dire qu'il n'y a pas de complot dans l'assassinat de Kennedy. Je ne parle pas des autres affaires. Je ne dis pas que les complots n'existent pas ou qu'il n'y en a pas eu dans d'autres affaires. Je ne fais pas du tout de généralisation. Moi, j'ai une question sur la preuve, parce qu'on a beaucoup parlé de preuves, et notamment en droit, et en particulier en droit pénal, il y a le principe qu'on ne doit jamais être amené, un accusé ne doit pas être amené à apporter la preuve négative. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prouver que vous n'avez pas fait quelque chose. J'ai l'impression que dans le complotisme, en réalité, la question de preuve ou pas preuve, ça n'a aucune prise sur beaucoup de monde. Et donc, j'ai une question à travers votre expérience d'auteur et d'historien à l'un comme à l'autre, ayant établi les faits. Est-ce que vous avez le sentiment que les preuves que vous avez apportées ou les faits que vous avez collectés ont fait changer des gens que vous connaissez d'avis ou pas? Nous deux déjà. Oui, alors moi je vais vous dire... Philippe, en dehors de Philippe. Alors, sans prétention, jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui ont lu mon livre, ensuite m'ont dit « Je suis convaincu par la culpabilité d'Oswald ». Vous voyez, je pense que toute personne honnête qui lit... Il n'y a rien de moi, en fait. Je ne fais qu'être le porte-parole de documents qui existent ou d'experts dont je traduis les déclarations. Toute personne qui lit ce rapport, en l'occurrence mon livre, toute personne honnête, aboutira à la conclusion inévitable que Oswald est le seul assassin de Kennedy. Je pense qu'il suffit de refuser de voir les choses telles qu'elles sont pour continuer de propager, voyez. Mais François, ce qui complique l'affaire aussi, c'est que Oswald n'a pas eu le temps d'avouer. Et quand il se balade dans le commissariat de Dallas, il dit « I'm just Patsy, je suis juste un bouc émissaire parce que j'ai vécu en Russie ». Mais n'oublions pas une chose, Oswald est un menteur. Il a menti déjà en disant « Je n'ai pas tué le policier Tippit ». C'est faux, il a menti. Alors sur ce point... Pardon. Non, mais c'est vrai que qu'Oswald n'ait pas revendiqué, n'ait pas dit je suis mon rêve, ce serait d'appartenir au gouvernement de Fidel Castro. Mon rêve, c'est que si j'ai un fils un jour, on l'appellera Fidel. Et mon rêve, c'est d'obtenir un visa et d'aller vivre la révolution cubaine parce que j'ai vu les États-Unis, le capitalisme c'est nul, j'ai vu l'URSS, le communisme c'est nul, vive Fidel Castro, etc. Il n'a pas revendiqué. Et ça, on s'en sortira jamais. Jean Daniel a raconté la manière dont Castro apprend la mort de Kennedy. Complètement incroyable, puisque Jean Daniel est à ce moment-là en quasi-mission. En tout cas, il a un rôle de médiateur qui lui a été confié par Kennedy. Il est avec Castro dans sa maison au bord de mer à Cuba. Et là, à la radio, ils apprennent ensemble l'assassinat et la mort de Kennedy. Et l'hymne américain retentit dans la maison de Fidel Castro. C'est un moment relativement surréaliste et très... Et Castro dit, oh là là, on est dans la merde, ils vont évidemment nous accuser d'avoir fait ça. François Carlier. Oui, rapidement, par rapport à ce qu'a dit M. Dufour. Norman Mailer, qui a fait de fortes recherches sur Oswald, notamment sa période en Russie, lui, sa thèse, et j'y adhère totalement, enfin, elle est pour moi assez convaincante, lui il dit que Oswald tue Kennedy, donc le représentant du monde occidental. Et donc, il peut se faire passer pour un révolutionnaire qui a accompli un acte politique en pleine guerre froide. Ça peut être à la limite honorable, ou en tout cas, il peut essayer de s'en vanter. Mais ce qui arrive, encore une fois, ce qui n'était pas prévu, c'est la rencontre avec l'officier qui veut l'arrêter dans sa fuite, et là, il tue le policier, de manière, j'allais dire, sale. Bon, je n'ai pas d'autre adjectif. Et donc, après, il se fait arrêter très rapidement après. Et là, Norman Mailer dit, à partir du moment où il a tué un policier, là, c'est pas honorable. C'est petit, c'est moche. C'est crapuleux et c'est mal vu par le public. Donc là, et c'est à partir de ce moment-là, il va nier tout. Mais s'il n'avait pas tué Tippit, aurait-il nié? Je ne sais pas. Enfin, mais une chose que je rajoute rapidement, son frère qui l'aime, qui est proche de lui, son frère qui est un homme honnête, et c'est intéressant parce qu'il a été interviewé plusieurs fois dans des documentaires, et c'est intéressant de l'écouter, son frère qui a vu Lee, son frère, en prison ce week-end-là, et dit, moi si j'avais un élément pour dire que c'est pas lui, je serais dans les rues en train de crier, il est innocent. Mais il dit, je suis obligé d'admettre, c'est lui. Et quand il lui a parlé, là, c'est en tête à tête, et la façon dont son frère lui a répondu, il a compris que c'était bien lui qui avait tué Kennedy. C'est retracé dans un film magnifique dont j'oublie le titre,
qui retrace cette journée tragique à travers ce qui s'est passé à l'hôpital. Ça s'appelle Parkland. Voilà, absolument, Parkland, merci. Et où l'on voit à travers la détresse des médecins, des soignants, l'effervescence dans cet hôpital où arrive Kennedy déjà en train de mourir. Donc c'est un autre regard sur cette journée, c'est incroyable. Je trouve que c'est fait avec une finesse, sans parti pris. C'est un film extraordinaire. Messieurs, je vous remercie. Donc, si j'ai bien compris, ce sont les syndicats qui ont tué Kennedy avec un homme de main et un Français qui était quelque part sur la pelouse et que Jean-Luc Barré a vu personnellement. Je recommande vos 2 ouvrages et donc on trouvera donc la référence sur notre site. Je dis à nos auditeurs que dimanche prochain, nous sommes en direct de l'école alsacienne et qu'ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur notre site, et je remercie Maximilien Radwanski avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis que Olivier Magloire veille aux plateformes de financement. Je remercie aussi Manon Boisard qui a enregistré notre conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui donc sont nos producteurs. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public. Merci beaucoup.